Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Romain Legrand. Je représente Synaltic en Occitanie. C'est une boîte située en région parisienne et j'ai la chance d'être en Occitanie depuis 5 ans. Je souhaite y rester, donc je vais diffuser en fin de compte l'activité et le savoir de mon entreprise ici. Je suis adhérent à la mêlée depuis maintenant 2 ans. Hier, nous avons proposé un premier atelier sur Data Asso. C'est pour ça que vous pouvez voir atelier numéro 2, le Festival Data. Je vais représenter Synaltic de nouveau. Donc Synaltic, nous sommes à peu près 30 collaborateurs formés et certifiés. On contribue à la communauté d'utilisateurs sur tous les outils open source que nous proposons. Nous sommes spécialistes en data management depuis plus de 15 ans. Et donc nous avons fait énormément de projets. Nous touchons aussi bien de la TPE, PME jusqu'au grand compte. Nous avons plus de 160 clients, dont certains nous suivent avec succès depuis plus de 8 ans. Je peux citer la CRF, la Croix-Rouge française, avec qui nous avons travaillé et qui depuis nous avons créé un pôle justement de prestations annuelles pour les suivre. Donc notre entreprise, nous sommes essentiellement basés sur la donnée. Notre but, c'est de travailler sur tous les tronçons de la donnée en passant de l'acquisition jusqu'à la restitution. Nous nous considérons artisans de la donnée. Si je peux me permettre de donner un exemple un peu imagé, c'est tel un boulanger. On voit qu'il y a énormément de boulangeries avec beaucoup de pains différents, sauf que vous le voyez, il est peut-être beau, mais quand vous le goûtez, il n'est pas forcément top, il faut choisir les bonnes. Nous nous considérons justement comme artisans parce que nous essayons de travailler le plus possible la donnée pour qu'elle ressemble le plus aux entreprises et aux métiers. Notre but, ce n'est pas de présenter et donc d'être intégrateur d'un logiciel représenté par un éditeur, mais plutôt d'en présenter plusieurs et de se focaliser en fonction du besoin, de l'envie et du budget de l'entreprise pour permettre de créer des solutions clés en main qui représentent l'entreprise. Donc notre donnée primaire, forcément, c'est la data. Dans tout son ensemble, nous verrons que nous traitons la donnée aussi bien marketing que RH, que sales. Nous travaillons avec vos équipes. Nous ne voulons pas travailler en fin de compte qu'avec les services informatiques. Notre but, c'est énormément de travailler aussi avec le métier. Parce que c'est le métier qui connaît sa donnée, parce que c'est le métier qui a envie d'y toucher et de l'organiser, à travers bien sûr les outils et l'aide de la DSI. Et donc notre but, c'est de travailler vraiment avec toute l'entreprise. Donc notre objectif est clairement métier. On le sait que dans le métier de la data, le plus important, c'est la restitution, la compréhension, pour l'utilisateur final puisse la présenter et s'en servir. Et derrière, en fin de compte, c'est l'équivalent d'un iceberg. Nous avons bien l'intelligence artificielle, la restitution de données, donc BI, mais on oublie souvent et rapidement que c'est seulement 10% et que la partie immergée, c'est un énorme travail d'acquisition, de préparation, de stockage et surtout de gouvernance de données pour pouvoir la restituer. Donc nos objectifs IT, c'est bien de sécuriser, d'encadrer et surtout, en fin de compte, de montrer qu'il y a une gouvernance à mettre en place pour pouvoir connaître sa donnée, suivre les étapes une par une et ne pas, en fin de compte, se retrouver à la fin avec de restitution de la donnée qu'on a mal organisée, qu'on n'a pas préparée, qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas parce qu'elle est sale, parce qu'elle n'a pas été prise au sérieux, parce qu'elle est un petit peu partout et qu'on a oublié de récupérer celle qui était la meilleure. On est peut-être parti chercher celle qui a déjà été retravaillée et qui nous a enlevé en fin de compte de la richesse qu'on recherchait. C'est clairement de mon expérience que j'ai vu aussi sur le salon du Big Data. Nous avons fait le salon Big Data avec Synaltic et nous voyons souvent qu'on parle d'intelligence artificielle, de BI tels que tous les outils de reporting, et ils oublient énormément qu'avant tout, il y a beaucoup de travail pour se permettre de restituer la donnée et de s'en servir. Donc la cible de Synaltic, comme nous pouvons vous le montrer, nous ne visons pas une structure spécifique ou un métier spécifique. Le but, c'est
tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde puisse avoir ces données. J'ai cité l'exemple là sur LinkedIn d'hier de Monsieur Gras d'Air France, qui a justement montré que nous avons les données des tracking flights qui montraient en gros le retard d'un avion. Et on s'est dit, mais c'est impossible à lier pourtant avec le questionnaire de satisfaction. Et si une personne a loupé son vol, ça serait de mauvais augure de lui présenter après un questionnaire de satisfaction. Ces deux données sont pourtant totalement différentes. Personne n'aurait voulu les lier. Et pourtant, les liant intelligemment, c'est super précis et ça permet de ne pas frustrer le client. Donc voilà, ce sont des outils qu'on peut voir qui font partie de différents services, différents métiers et qui pourtant ont une énorme richesse à partager et à se lier. Alors, c'est ce dont je vous parle, nous avons essayé de le restituer en différents webinaires. Donc, grâce ou à cause du Covid, en tout cas pendant le confinement, nous avons préféré continuer notre activité et profiter de ce temps justement pour former, expliquer, montrer aux gens ce que nous faisions. Donc, nous avons créé 8 webinaires. Je vais vous en présenter 5 parmi ces 8. C'est le but d'aujourd'hui, d'où pourquoi mon atelier c'était Présente son festival. Je vais présenter 5 différents outils que nous utilisons, tous open source. Et le premier, c'est la data devient affaire de tous. C'est donc mon CTO et directeur, en fin de compte, celui qui a créé l'entreprise, qui est énormément sur l'innovation. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de veille technologique, qui trouve les outils précurseurs et qui a donc une très bonne philosophie sur la donnée. Donc la data est devenue les carburants de l'économie, elle devient l'affaire de tous. Le but, c'est d'expliquer qu'en fin de compte, on parle de plus en plus d'agilité, qu'on doit travailler de façon flexible, qu'on doit travailler tous ensemble. Et ce qu'on a eu envie de montrer, c'est que la donnée devient de plus en plus volumineuse, de plus en plus complexe, que nous ne pouvons pas connaître tout d'un coup, et que donc derrière, il faut forcément se partager l'information, travailler tous ensemble pour englober justement cette connaissance et organiser la donnée. Donc ici, le schéma montre qu'en fin de compte, la bulle data a explosé au fur et à mesure. Au début, dans les années 80 voire 90, c'était l'ouverture d'Internet, c'était la télévision, c'était les radios, il y avait énormément de choses. On calculait l'audience par rapport, on faisait des statistiques déjà, et au fur et à mesure, la donnée était de plus en plus riche et de plus en plus précise. Et donc, on a pu diversifier, catégoriser, organiser. Mais plus elle se diversifiait et plus il fallait l'organiser et plus aussi il fallait des profils spécifiques pour la comprendre et la travailler. Donc à partir de là, à force d'avoir de la donnée, nous avons vu que les entreprises, et c'est ce que veut la tendance en ce moment, ont envie de travailler comme du self-service en fin de compte. Ils sont dans leur entreprise, ils vont aller chercher la donnée, ils vont voir ce qu'ils en pensent, ils vont essayer de la travailler eux-mêmes, ils vont la restituer. C'est ce que beaucoup d'éditeurs essaient de proposer dans leurs solutions, d'avoir des outils qui se permettent de se connecter à la donnée et ensuite de pouvoir la travailler. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait du self-service, il faut forcément soit avoir les bons outils et être débrouillard, soit être bien encadré. Sinon, on fait malheureusement vite n'importe quoi. Pas parce qu'on est mauvais, hein, loin de là, mais plutôt parce qu'on ne sait pas forcément que la meilleure donnée était à droite et qu'on est parti chercher à gauche, tout bêtement. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé, nous en tant que Synaltic avons commencé à diffuser la mise en place de stratégies, donc surtout la gouvernance de données. La gouvernance de données attaque en fin de compte plusieurs axes. Elle va attaquer par rapport aux outils. Il faut être outillé pour pouvoir organiser, connaître, savoir où est la donnée, pour pouvoir aussi la corriger. Il faut avoir des outils pour la catégoriser, pour la cataloguer. Donc c'est là qu'on commence à voir aussi les data catalogues qui permettent de mettre la documentation en place, de dire où est la donnée, quel est le responsable de cette donnée, où est acheminée cette donnée. Nous parlons donc de data quality aussi, pour dire, certes, votre donnée, vous allez la travailler, vous allez vous en servir, mais à un moment donné, si elle est mauvaise, elle ne sert à rien, peut-être malheureusement à perdre de la volumétrie et donc de l'espace disque et à payer des fois énormément d'espace et de containers alors qu'on pourrait peut-être enlever, quoi je dis peut-être, mais souvent enlever la moitié. Et on va donc aussi parler donc, de data gouvernance en globalité, c'est-à-dire
créer une architecture, une infrastructure, une architecture humaine en fin de compte, où nous avons les personnes les plus en bas qui sont les data stewardship, et ensuite monter vers le haut pour qu'il y ait certains comités justement qui permettent de réguler, de réglementer cette gouvernance de données du point de vue de l'image de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise, mais surtout pour fédérer et donner l'opportunité à tout le monde de proposer et d'organiser. Le but, c'est d'être agile, mais d'être aussi tous ensemble pour l'organiser. On ne peut pas se permettre de le faire qu'à quelques personnes, alors que tout le métier la connaît et était censé savoir apporter la direction qu'il a envie de donner à sa donnée pour la rendre meilleure. Donc, comment gérer mieux cette donnée ? Je vous propose ce schéma. Je l'ai légèrement simplifié. Ce que j'aime à montrer la plupart du temps, c'est comment s'organise l'utilisation de la donnée depuis son acquisition jusqu'à sa diffusion. C'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez montré, qui montre un petit peu que quand je vous ai parlé de l'iceberg, la diffusion, ce sont justement les 10%. C'est la partie qui permet de présenter, de créer les rapports, de diffuser ensuite l'information vers l'extérieur. Sauf que derrière, nous avons l'acquisition qui est très importante, où on va justement demander le plus de connexions possible à tous les ensembles d'applications qu'il y a maintenant de proposer aux entreprises, que ça soit du cloud, que ça soit du on-premise, de la base de données, du fichier, des API, autres. Nous avons ensuite forcément la qualité qui va nous permettre de préparer, d'enrichir, d'organiser la donnée. C'est celle qui va nous faire le tri, qui va nous dire exactement laquelle est mauvaise, laquelle est bonne, laquelle est sale. C'est-à-dire, on m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'une donnée sale ? En fin de compte, une donnée sale, c'est une donnée qu'on n'a pas encore organisée, qu'on n'a pas encore structurée, donc on ne sait pas encore si elle est bonne ou pas. Mais elle est peut-être utilisable. Si elle n'est pas utilisable parce qu'elle est trop difficile à gérer, elle est peut-être utilisable point de vue visu, point de vue métier, donc point de vue humain. Alors derrière, ça reste des données qu'on garde, qu'on stocke dans des data lakes et qui peuvent justement réutiliser derrière par l'humain parce que certaines ne sont carrément pas possibles à mettre en données propres, en données structurées. Ensuite, nous avons le stockage. Bon, il y avait MariaDB que nous voulions, qui fait partie de nos webinaires. Je n'avais pas forcément envie de me positionner là-dessus. On sait en globalité ce qu'est une base de données. Ce serait dommage de parler des types de moteurs, alors que je préfère vous parler de données qui viennent directement travailler et montrer la donnée. Mais le stockage reste très important. Ça fait partie de la performance, ça fait partie de l'accès, ça fait partie de tout ce qui a mise à jour, suivi, TMA pour avoir un bon support où la donnée est. La gouvernance ensuite, une fois qu'on l'a stocké, forcément on va l'organiser. Donc pour l'organiser, il y a quoi ? Il y a le droit, parce que l'accès à la donnée est certes très importante, on essaye de la libérer le plus possible, mais on va aussi essayer de la structurer un minimum, on ne peut pas la donner à tout le monde. On sait que le RGPD essaye de nous dire faites attention aux données personnelles. On peut certes la lire à l'intérieur, mais ne pas la diffuser à tout le monde. Donc la gouvernance va permettre justement de sécuriser, de segmenter, de centraliser. Le but, c'est d'avoir accès à toute cette donnée qui a été préparée et stockée, mais aussi de permettre aux gens de savoir d'y accéder directement pour se faire une opinion, de savoir où elle est, de savoir de ce dont ils ont besoin, ce dont ils comprennent, mais aussi ce dont ils ont le droit d'accéder forcément. Enfin, il y a la diffusion. Donc la diffusion, j'aurais pu encore la diviser en deux catégories. Il y a la catégorie diffusion, telle qu'on peut parler de pipeline, d'ESB, de streaming, où une fois qu'on l'a organisé, on la diffuse avec des technos. Mais je parle aussi de diffusion en termes de data vise, pour faire l'aide à la décision. Donc c'est-à-dire du reporting, de la gestion, mettre la donnée qu'on a bien structurée en avant. Et ensuite permettre justement de l'ouvrir au monde si on parle d'open data, ou de la diffuser à nos partenaires si on a bien signé et mis en place des contrats qui permettent de pouvoir la diffuser sans que ça déborde. Et enfin, le socle en fin de compte qui est en bas, qui est un petit peu transverse, c'est lié au déploiement. Mais aussi bien la méthodologie que la technologie. Il y a la culture de la data qui va être en fin de compte la méthodologie. Il y a la démarche DataOps. On parlait de DevOps, on parle aussi de DataOps. Donc le but, c'est de savoir comment cette donnée, on peut justement la travailler et la faire circuler au fur et à mesure. On parle énormément de CICD maintenant pour faire de l'intégration continue et permettre aux gens de
continuer à travailler, bien que nous, derrière, la DSI, les systèmes d'information, continuent à évoluer, à pousser des patchs, à pousser de la nouvelle structuration, nouvelle organisation. Et enfin, donc activité, donc nous avons de toute façon de l'audit, il y a de l'externe, mais il y a aussi de l'audit interne, ça fait partie des outils indispensables et nécessaires, ne serait-ce qu'à la gouvernance et au RGPD. Il y a la gestion de projet qui est très importante, il y en a plein, il y en a différentes. On parle toujours d'agilité, on monte du Scrum, on peut aussi parler d'autres techniques. Le but, c'est qu'elle se rapproche le plus à une méthode de qualité qui permet de travailler. Nous avons tendance à travailler, nous, par sprint dans mon entreprise, mais il y a tellement d'autres méthodologies qui, à partir du moment où on répond de toute façon à l'objectif, le but, c'est de travailler d'une façon de qualité et d'une façon à communiquer correctement avec ses équipes. Et enfin, il y a la stratégie de diffusion. Donc l'open data, la valorisation, le partage. Des choses qu'il faut connaître pour justement garder en tête que la donnée, certes, est très intéressante, qu'elle se partage, mais qu'elle doit aussi forcément se contrôler. Donc à travers ce cycle, je vais vous présenter les cinq différents outils. Et ces 5 différents outils, je vais vous montrer à peu près où ils se positionnent sur ces tronçons. Donc le premier outil, c'est Talend. Je suppose qu'il commence à se faire connaître. Talend, en ce moment, ils ont une stratégie, c'est de s'ouvrir encore plus aux métiers. Ils veulent donner la possibilité aux métiers maintenant de venir vers la qualité de données pour pouvoir l'organiser eux-mêmes. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur la donnée brute. Comme ils la connaissent par cœur, ils sont capables de dire ce qui va pas, la corriger. Et à force de la corriger, ces données sont ensuite utilisées et prises en compte par la DSI pour pouvoir récupérer le travail fait par le métier et le mettre en application. Donc Talend se positionne, là sur ce que je vais vous présenter, c'est surtout acquisition qualité. Talend se positionne aussi sur la gouvernance, un peu sur la diffusion avec son ESB. Là, on va être justement sur l'acquisition et la qualité. Le but donc de Talend, c'était de dire on aimerait faire plus travailler les métiers ensemble. Et pour les faire travailler ensemble, on a besoin d'outils simples, d'outils ouverts, d'outils qui font que le métier, quand il l'utilise, ils comprennent rapidement. Donc là, on avait mis un use case spécifique où on parlait d'un data scientist qui veut ajouter la météo et donc qui passe par le data steward, qui passe par l'IT développeur, le data engineer, le business analyst et le business user. Le but, c'est de faire parler ces différents métiers pour qu'ils puissent chacun apporter une petite brique et qu'on ne laisse pas tout faire en fin de compte au service informatique. Et c'est là que donc Talend a voulu faire un ensemble de logiciels qui va permettre de faire travailler ces profils ensemble. Donc les différents outils qu'il propose, donc ça c'est tous les outils qu'on peut voir pour l'instant dans les modules proposés par l'éditeur Talend. D'un côté, nous avons du pipeline, nous avons le studio qui était à la base censé faire de l'ETL, c'était le point de base de la technologie de Talend, c'était de faire de l'ETL, puis de la qualité, et enfin ils ont ensuite pris une stratégie un peu plus horizontale pour se pousser de plus en plus vers la gouvernance, pour impliquer les métiers. Si je peux vous ajouter 2 informations, Talend par le Gartner avait été parmi les leaders du marché sur l'ETL. Depuis 2020, maintenant, ils sont leaders sur la qualité de données. Ils ont réussi à avoir cet objectif de leader, ce terme de leader, parce qu'ils ont aussi sorti les 3 nouveaux outils, les 3 nouvelles briques qui permettent de travailler encore plus sur la qualité en impactant directement le métier. Et donc, en ouvrant la façon de faire, de traiter la donnée, de pouvoir la qualifier, la corriger directement par plus de personnes, celles qui connaissent le mieux la donnée en fin de compte. Donc dans un premier temps, nous avons le Data Inventory. Le Data Inventory a eu pour but de créer un référentiel de données, c'est-à-dire connecter toutes les données de l'entreprise pour en faire en fin de compte un accès à un endroit unique.
ce qui permet à l'utilisateur, en fin de compte, de venir s'y connecter, voir les différentes sources. Donc, ils ont fait le plus de connecteurs possible. C'est aussi un petit peu la force de Talend, c'est d'avoir énormément de connecteurs sur son outil pour pouvoir se mettre sur tout type de support de données. Donc, le but, c'était de pouvoir voir des échantillons pour les sources que propose l'entreprise et d'avoir, en fin de compte, directement le type de qualité. Donc, Talend a apporté ça. C'est le score, le data score quality, qui permet justement en une seule visu de voir si votre donnée en vaut la peine, si la source a déjà été ne serait-ce que qualifiée, enrichie, et permet de savoir si cette source est la meilleure à utiliser pour tel type de données. Ensuite, par rapport à ce score, forcément, il peut évoluer grâce au métier qui, lui, va venir le corriger, qui, lui, va venir donner son avis pour se dire « je confirme que je certifie que cette source est conforme, je certifie que ce score est correct, parce que moi aussi, je l'ai noté personnellement. » Et derrière, ça permet justement d'avoir un algorithme qui permet d'avoir un score beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus proche de la réalité. Enfin, nous avons la data préparation. En ce moment, la data préparation est un terme qui revient énormément. Ça a été présenté en mode formulaire, en mode Excel par exemple. Le but, c'est qu'un métier vient, il prend un échantillon, il le met dans sa data préparation et il y a accès. Il a accès ensuite à plusieurs fonctions qui permettent de corriger, d'enrichir, de trouver des expressions régulières qui permettent de se dire « tiens, là, ils ont mis des points ou des tirets. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre des espaces. » Et donc, appliquer cette correction sur l'échantillon et à la fin, une fois qu'il a créé toutes ces règles, appliquer les règles qu'il a mises sur l'ensemble des données d'une source. Et enfin, le pipeline designer va sûrement être le futur du studio parce qu'il est en ligne. Il va permettre justement de créer les flux. Donc, data préparation est directement sur la donnée. Data pipeline designer, c'est directement sur du flux. On aura de l'entrée, on aura de la sortie. On va pouvoir aussi ajouter des préparations de données qu'on aura packagées pour les mettre dans le flux. Le but, c'est de justement venir ajouter par exemple du Python, venir ajouter des sources différentes pour recouper et travailler donc avec la donnée sur différents points. Donc voilà ce que propose Talend. Ensuite, nous avons Trifacta. Donc Trifacta est sur le marché depuis longtemps, mais donc Charlie et Marc qui sont les directeurs de mon entreprise et les suivent depuis leur début. Trifacta est spécialisé dans la data préparation, eux. Alors que Talend y tendait, Trifacta, eux, justement, ont commencé par ça. C'est pour ça qu'eux ont été directement mis leaders sur la data préparation. Je vous le propose parce que notre but, c'est de ne pas montrer un seul outil, mais justement montrer différents outils qui permettent de faire la même activité. C'est justement la richesse que propose Synaltic pour se permettre de faire des choix, soit en fonction des budgets, soit en fonction de la stratégie de l'entreprise. Nous n'avons pas envie de nous attacher à un seul éditeur, à un seul outil. Donc Trifacta est positionné sur la data préparation, mais ils se sont très vite étendus pour travailler aussi sur l'acquisition, forcément pour les connecteurs, parce que c'est une course à la connexion aussi pour avoir le plus de support de données possible à lier aux outils. Et surtout au stockage aussi. Alors pourquoi je dis stockage ? Parce qu'ils ont tout de suite travaillé rapidement sur le cloud. Ils se sont tout de suite positionnés sur les différents éditeurs de cloud, les différents fournisseurs de cloud. Donc on va revoir Azure, on va revoir AWS, on va revoir Google. Donc en tout cas, le but de Trifacta, c'est de montrer que, pareil, par rapport à l'iceberg, que les data analystes vont venir utiliser la donnée, les outils viennent se plugger sur la donnée, mais que cette donnée, en fin de compte, elle a énormément besoin d'être travaillée, d'être spécifiée, d'être nettoyée. Et donc, c'est aussi la présentation que Trifacta essaye de mettre en place, c'est de se dire on a besoin de data préparation. Et pour qu'elle se fasse plus vite et de façon plus performante, il faut impliquer les métiers pour qu'ils puissent nettoyer la donnée. Donc à partir de là, il récupère, enfin, je vous ai montré un schéma, nous le voyons ici de manière plus simplifiée, c'est celui que Trifacta propose sur son site, c'est pour permettre de dire je découvre la donnée, je la structure, je la nettoie,
via la data préparation. Je l'enrichis parce que l'enrichissement fait partie aussi de la data préparation. Et enfin, je la valide et je la déploie. Donc chaque métier, en fin de compte, qui va utiliser les outils de data préparation va forcément, après son travail, valider les échantillons, valider les exemples de données qu'il a fait et dire bah, là, ça me convient beaucoup plus, je le valide, il est conforme. Et derrière, cela permet de le déployer pour être utilisé ensuite derrière tous les outils de BI en fin de compte. Donc Trifacta, comme je vous l'ai dit, ils se sont rapidement positionnés sur le cloud. Ils restent aussi forcément sur on-premise. Le but, c'est ils se sont beaucoup appuyés sur les technologies justement des fournisseurs de cloud pour travailler directement avec certaines briques qu'ils proposent. Je ne suis pas forcément expert sur toutes ces briques que proposent les différents fournisseurs cloud. Je ne vais pas forcément m'éterniser là-dessus. Là, je vous montre tout bêtement l'exemple du cloud de Google, où nous voyons qu'ils s'appuient donc sur ce que Google propose et qu'ils se sont positionnés directement au milieu. Ensuite, nous avons Dremio. Dremio est apparu depuis pas si longtemps. Il se positionne en fin de compte un peu de façon transverse, mais sa spécialité, sa spécificité est énormément sur le stockage et la gouvernance. Stockage et la gouvernance, pourquoi ? Parce que la force de Dremio est en fin de compte de lier la donnée source vers justement les outils de BI, en tout cas vers l'utilisateur final qui veut plugger ça soit sur les outils de reporting, soit directement en requêtage. Donc le but de Dremio, c'était de se dire, nous voulons un outil qui recherche et qui montre facilement et rapidement la donnée. Nous voulons un outil qui permet à l'utilisateur de pouvoir filtrer, de pouvoir transformer, de pouvoir lier des données qui sont dans des sources multiples, qui sont dans des sources hétérogènes, qui sont dans des sources qu'il aurait aimé justement lier entre elles. Et le but, c'est qu'une fois que la personne a fait ses requêtes, qu'a lié ses sources entre elles, elle veut aussi montrer et partager sa donnée. Donc Dremio a commencé à forcément travailler aussi sur les connecteurs. Le but, c'était d'être sur le plus de connecteurs d'outils qui sont utilisés en ce moment. Donc nous retrouvons Elastic, nous retrouvons les différentes bases de données, nous retrouvons aussi les API, enfin énormément de choses différentes. Donc le but, c'était que Dremio puisse travailler avec les données rapidement, mais aussi de proposer donc une simplicité d'installation. Donc il se situe aussi en on-premise ou en cloud. Le but, comme beaucoup d'éditeurs, c'est de continuer à être sur les deux terrains. Il y en a certains qui proposent déjà d'être en cloud à 100% et ne veulent plus proposer on-premise. Je trouve ça encore dommage comme stratégie parce qu'on met certaines entreprises de côté. Elles ne sont pas toutes encore, elles ne veulent pas avoir la volonté elles n'ont pas encore la volonté de se positionner encore sur le cloud ou pas. Enfin, tout dépend des profils. Et donc, elles proposent aussi du cluster multinœud pour permettre d'être robuste, d'être performant et de pouvoir se soucier de la sécurité et de la rapidité d'accès en cas de problème. Donc, voici un schéma que j'ai gardé qui restitue énormément la façon dont Dremio fonctionne. C'est qu'en bas, vous avez donc toutes les sources de données avec les connecteurs qui vont bien. Et le but de Dremio, c'est en fin de compte de connecter toutes ces données, un peu comme le data inventory de Talend, et de permettre donc d'avoir listé toutes les sources et toutes les données d'une entreprise. On va encore parler de data catalogue, donc purement gouvernance, mais aussi d'accès pour que l'utilisateur sache ce qu'il y a dans l'entreprise. Enfin, une fois que nous avons créé et référencé toutes ces sources, le but, c'est de les organiser. Et ce qui est intéressant avec Dremio, c'est qu'on peut catégoriser ces données. Comme vous le voyez, il y a la donnée d'entreprise où on va s'amuser déjà avant tout à présenter, à remonter l'information par rapport aux métadonnées, mais aussi par rapport à la donnée brute de chaque source pour pouvoir avoir un seul point d'accès et y accéder. Ensuite, on a une couche supplémentaire. Quand je dis couche supplémentaire, c'est à l'entreprise de voir quel type de couche elle veut apporter justement sur le logiciel Dremio pour organiser la lecture et l'utilisation de la donnée. Ici, nous avons proposé une spécification métier qui permet justement de commencer à croiser des sources entre elles,
commencer sûrement à enlever certaines colonnes qui ne sont pas nécessaires, qui sont peut-être restreintes parce qu'elles sont trop importantes, telles que des chiffres du marketing, du commerce, des sales, des choses comme ça. Et enfin, la dernière couche, qui peut être au-dessus, mais qui peut être aussi forcément en horizontal, en concurrence, c'est celle qui va organiser la donnée pour être accessible après vers d'autres outils. Typiquement vers Tableau Software, vers ClickView, vers Power BI. On peut aussi attaquer ça directement en Python ou en R. Donc, et enfin, la stratégie de Dremio, c'est de montrer qu'on souhaite accélérer l'utilisation et l'accès direct à la donnée. Sans Dremio et sans les outils qui sont sur la vague en ce moment, nous savions qu'au début, il y avait les sources de données, qu'au-dessus de ces sources de données, il fallait de l'ETL pour pouvoir acquérir, transporter et éventuellement transformer cette donnée. Nous la stockions ensuite dans du data warehouse, dans des data mart, dans du data lake, dans tout ce qu'on veut. Et enfin, nous organisions ensuite par des cubes, par des agrégations, la donnée pour qu'elle soit plus accessible, plus compréhensible. Le but de Dremio, c'est clairement d'éviter ces 3 étapes et de venir offrir une interface qui va permettre justement d'organiser tout ça. Cette interface va remonter la donnée. Donc la donnée Dremio est en fin de compte gérée en cache. C'est du cache qui va être sur disque ou c'est du cache qui va être en mémoire. Vu la technologie utilisée, ça permet d'être super performant sur la remontée. Ça permet justement d'apporter rapidement de la donnée et de la recouper entre elles. Le but, c'est vraiment de pouvoir accéder à tout. On ne demande pas non plus forcément de remonter 100% de chaque source et de tout recouper entre eux. Mais à partir du moment où on a configuré, ne serait-ce que par Dremio et ensuite par une configuration plus spécifique, ça permet de pouvoir lier les données, les organiser, voire même commencer un petit peu de transformation et de sécurisation pour éviter ces 3 étapes. Pour conclure, pour Dremio, ça permet d'avoir une data accélération, comme je vous ai dit, enlever ces 3 étapes. Ça permet d'avoir une data virtualisation, c'est-à-dire on accède à la donnée, on est en mode lecture, ça permet de ne pas se connecter directement aux bases et donc de sécuriser aussi un minimum. Ça permet de faire du data catalogue, donc à fond sur la gouvernance, c'est-à-dire où est la donnée dans le système d'information, qu'est-ce qu'il y a dans cette donnée, quels sont les documents et les personnes liées à cette donnée et quels sont les droits que je peux avoir pour accéder à cette donnée. Et enfin, on a la data curation qui est pour l'instant pas spécifique à Dremio, mais qui permet déjà de se dire on a telle donnée et donc avec du SQL, avec du Python, avec du R, on peut déjà travailler un minimum cette donnée pour en faire en fin de compte une restitution transformée, protégée et autres. Passons à NoEdge. Donc NoEdge va se positionner en fin de compte en fin de chaîne. NoEdge sont spécifiés forcément dans la gestion de rapports, dans le reporting de la donnée, donc diffusion de l'information. Forcément, comme tout outil qui travaille sur la data, il va vouloir aussi travailler un minimum sur l'organisation de la donnée. Donc aller venir la chercher dans le stockage, l'organiser un minimum pour pouvoir la préparer afin que les outils de reporting puissent s'y connecter et travailler plus simplement. Donc pareil, NoEdge est un outil open source comme tous ceux que je vous ai présentés. Ils sont situés en Italie. C'est l'ancêtre de NoEdge, est en fin de compte Spago BI. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faudra surtout aller sur mon site ou parler à Charlie Clermont pour qu'il vous donne plus d'informations. Spago BI, c'était plus dans les années 2005 de mémoire. Ils ont évolué, ils ont transformé. Ils sont maintenant sur le cloud. Ils continuent à proposer aussi en on-premise. D'ailleurs, nous avons présenté le salon Big Data à Paris avec eux sur le même stand parce que nous considérons que leur solution est ouverte, qu'elle est bien, que c'est une alternative à d'autres solutions, telles que par exemple Tableau, qui est un éditeur payant, que nous mettons en avant. C'est peut-être le seul que nous mettons en avant parce qu'il fait encore partie des outils ultra concurrentiels et leader du marché. Mais nous mettons aussi en avant NoEdge pour garder justement une certaine homogénéité dans notre offre. Donc là, on vous donne, c'est un petit peu le même discours parce que le but, c'est de montrer aussi que sur la BI traditionnelle,
Nous avons encore les applications, nous avons encore les data mart, les data warehouse, nous avons ensuite les bases qui organisent un petit peu les données, nous avons le système opérationnel. Et le but encore, ça va être de faire travailler les utilisateurs métiers et les utilisateurs techniques. Donc l'utilisateur technique qui va justement venir connecter la donnée, commencer à la préparer, à la cataloguer, à la catégoriser, pour donner ensuite la main à l'utilisateur métier qui aura des outils en fin de compte intuitifs pour se permettre de faire les reportings qui conviennent. Donc nous avons deux types de profils. C'est, comme je vous dis, c'est la tendance. Le but, c'est d'avoir des utilisateurs techniques, mais aussi des utilisateurs métiers, des utilisateurs finaux qui ont besoin de travailler directement avec la donnée. On revient encore au self-service de la donnée. Mais le but, c'est qu'ils aient des différentes façons de travailler. Le technique va forcément travailler en direct, alors que l'utilisateur final, lui, a besoin de métadonnées travaillées. Il ne va pas venir prendre une table entière, il va vouloir venir prendre une table où, par exemple, il n'y a pas les données techniques, les données, les ID, les clés primaires, tout ça, il n'en a pas besoin. Donc ça va être une organisation de la métadonnée pour ensuite que la donnée qui passe au travers puisse être présentée à cet utilisateur final. Et donc, une fois que nous avons préparé la donnée et que nous arrivons au tronçon, on va enfin pouvoir commencer à parler reporting, restitution de la donnée. Le côté marketing, disons, de la donnée, on va dire, c'est de la présentation, c'est de l'organisation. Le but est de la mettre en avant, de voir qu'à travers énormément de données, qu'en fin de compte, il y en a une qui est cachée par la volumétrie, mais qui reste super importante. C'est ce que mes collègues qui sont dans le pôle BI, donc dans le pôle DataVis, proposent aussi comme méthodologie. C'est ce que Knowedge propose. C'est justement de montrer la donnée, mais de la recouper facilement avec des graphiques qui sont parlants, qui permettent justement de voir que telle donnée, par rapport à l'ensemble, elle représente en fin de compte un sacré pourcentage, voir son évolution et voir où elle se classe. Knowedge a été les pionniers pour sortir justement les informations sur le Covid. Bon, on va surfer sur la vague, on va montrer ça aussi. Hein. Ils ont montré directement la carte, elle est sortie, je crois, début février. Début février, ils avaient déjà proposé quelque chose pour montrer rapidement l'évolution des pays, l'évolution des cas, des hospitalisations. Le but, c'est ils voulaient montrer aussi les combinaisons possibles et différentes qu'on peut faire avec la donnée. Donc des données indexées, des données métiers, des données directement brutes pour voir justement ce que ça donne directement, mais aussi des données imagées directement. Et enfin, donc Knowedge en bref, ils montrent aussi qu'ils sont donc forcément open source, que derrière, après, pour avoir de support et des modules différents, il y a l'option payante. Ils montrent qu'ils sont multi-data source. C'est de toute façon, comme je vous ai dit, la course à l'éditeur. Ils montrent qu'ils peuvent être sur mobile. Ils sont aussi présents soit on-premise, soit en on-cloud. Et donc, ils ont des communautés. Ça fait partie justement d'outils open source. Donc, on peut encore trouver les communautés qui les font vivre, qui les font évoluer et qui permettent justement d'avoir un écosystème sur lequel on se retrouve et on apprécie plutôt que des boîtes fermées. Enfin, quand je dis des boîtes, des logiciels fermés, des boîtes noires sur lesquelles on n'a en fin de compte pas accès. Enfin, le petit dernier qui est peut-être un peu plus exotique, il aide forcément à la donnée, mais pas exactement dans les tronçons dont je vous ai présenté. C'est Debezium. Alors Debezium est porté en fin de compte par Red Hat. C'est une des briques qui est dans l'univers Red Hat. Donc Debezium va se positionner sur l'acquisition et en fin de compte aussi sur la gouvernance. Mais son fort, c'est sur l'acquisition. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, Debezium, c'est du CDC, c'est du Change Data Capture. Moi, il y a déjà 10 ans, un peu plus, j'étais DBA sur SQL Server et c'est ce qu'on appelait le log shipping. C'est-à-dire, on venait récupérer les changements de données dans les logs de la base de données et ça permettait de les transférer vers une autre base pour en fin de compte faire la sécurité de données et faire
de la bascule si jamais il y avait un problème sur le premier serveur. Et bien tout bêtement, Debezium, c'est exactement ce qu'il fait, sauf qu'il n'est pas ciblé sur une seule base de données. Il est ouvert à toutes les bases. Donc son but, c'est de reprendre toutes les captures, tous les changements de données de n'importe quelle base pour pouvoir les récupérer, les lister dans un data broker, les enrichir éventuellement via les connecteurs Kafka et autres. Et le but, c'est soit donc de faire de l'historisation, soit les envoyer vers d'autres applications, ou soit forcément l'utiliser et l'enrichir pour montrer en fin de compte des changements en temps réel, tels que par exemple la gestion des stocks, où on peut voir un stock qui augmente ou qui réduit. Donc ça, c'est le fort de Debezium. Que vous dire d'autre? Donc il standardise les messages, il garantit la récupération des données. À partir du moment où il y a une coupure ou autre, il est capable de récupérer les données, dont celles supprimées. Il a un délai très faible. Le but, là il est en batch, le but c'est aussi de passer en streaming directement. Il peut permettre aussi forcément de commencer à faire de la qualité de données. Donc on peut faire du whitelist pour accepter ou du blacklist. Il permet d'anonymiser. Une des briques très utile et très sympa, c'est en fin de compte le snapshot. Il permet de faire du snapshot pour pouvoir comparer aussi dans le temps les différentes évolutions d'une base de données. C'est pour ça qu'en fin de compte, cet outil est peut-être le seul qui n'est pas métier, mais c'est celui qui va être utilisé par les administrateurs pour suivre et montrer l'évolution des données dans un système d'information et de permettre justement de gérer, de comparer ces évolutions, éventuellement de retourner en arrière, de se protéger, de gérer tout ça. Et donc, monitoring à travers JMX, transformation et transformation de la donnée. Voilà pour Debezium. Je vais vous restituer maintenant un petit peu, je vous ai présenté 5 briques, 5 outils qu'on met en avant, 5 outils qu'on a présentés, outils open source lors de notre festival. Je vous ai remis un petit peu le cycle de la data avec tous les outils que nous proposons pour montrer que nous avons plusieurs solutions différentes pour chaque tronçon. Nous avons Red Hat, par exemple, en acquisition pour faire justement pour faire du Fuse, pour faire du Redshift, qui est pas un concurrent, mais qui présente de façon différente par rapport à Talend, par exemple. Donc, quand on va répondre à des appels d'offres en fonction du besoin du client, nous n'hésitons pas à proposer des solutions différentes. Nous avons ensuite dans la qualité, nous avons Dremio qui s'y met, nous avons Trifacta qui est pionnier dessus, nous avons Talend qui prend énormément d'importance. Dans le stockage, nous avons donc MariaDB. Nous préconisons fortement maintenant MariaDB. Est-ce que MySQL est encore très utilisé, très ouvert, mais il aurait peut-être tendance à disparaître? Oui. Pardon? Nous sommes aussi sur Postgre. Je ne l'ai pas mis, je ne pouvais pas malheureusement tout mettre, mais il y a bien encore du Postgre, il y a bien du MongoDB. Nous sommes encore bien ouverts, en tout cas, sur le stockage données. Nous avons donc Hadoop, forcément. Nous avons été les pionniers sur Hadoop pour justement permettre la performance de données haute volumétrie. Nous avons monté le partenariat OVH en août. Donc nous sommes maintenant partenaires premium de OVH, ce qui permet de garder une souveraineté sur le territoire français et garder nos données. Il y a encore beaucoup de clients qui commencent à demander à ce que la donnée reste en France. Et enfin, en bas, pour le déploiement, nous avons forcément Kubernetes, Docker pour faire du CI/CD, de l'intégration continue. Nous avons Kibana Elasticsearch pour forcément gérer la log et faire de la recherche. Nous avons Kafka qui reste assez présent. Et nous avons enfin Karaf. Nous avons fini là. Si vous avez d'éventuelles questions, en tout cas, merci de m'avoir suivi et écouté. Comme je vous ai dit, je parle beaucoup, j'espère que ça n'a pas été trop intense. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que parmi vous dans la salle, vous auriez des questions à poser? Je vous invite de toute façon à aller voir soit sur les sites des éditeurs des outils, soit sur le site de Synaltic pour avoir plus d'informations. J'aurais pu vous proposer aussi des démonstrations directement par vidéo. Ce n'était pas forcément le but de cet atelier parce que ça reste un peu long, une démonstration. Donc je vous invite à aller sur notre site pour éventuellement les regarder. Merci beaucoup, merci de votre attention.